Imaginez un instant que chaque être vivant, absolument chaque être vivant, soit en fait un livre d'histoire. Un livre écrit non pas avec de l'encre, mais avec de l'ADN sur des millions d'années de survie. C'est cette vision, à la fois poétique et profondément scientifique, de Richard Dawkins qu'on va explorer aujourd'hui. Au cœur de sa pensée, il y a cette métaphore, vraiment puissante. Pensez-y, chaque organisme, que ce soit une minuscule bactérie ou une immense baleine bleue, eh bien c'est une sorte d'archive vivante. C'est un texte, oui, un texte dont chaque chapitre a été patiemment rédigé par les générations d'ancêtres qui ont survécu avant lui. Et ce texte, il ne demande qu'une chose, être lu. Alors, le concept de base est assez simple à saisir, mais ses implications, elles sont vraiment vertigineuses. La couleur d'un pelage qui se fond dans le décor, la forme si particulière d'un bec pour attraper un certain type d'insecte. Même la chimie la plus complexe au cœur de nos cellules, rien de tout ça n'est le fruit du hasard. C'est comme si la sélection naturelle avait littéralement peint les environnements du passé sur le corps de l'animal. C'est une description ultra détaillée des mondes dans lesquels ses ancêtres ont lutté et surtout réussi à survivre. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que cette histoire, elle ne s'arrête pas à la surface, à ce qu'on peut voir. Bien sûr, le camouflage parfait d'un insecte, c'est un indice évident. Mais la véritable chronique, le cœur du récit, est inscrit bien plus profondément au niveau moléculaire. C'est là que ça devient incroyable. Chaque gène serait comme une phrase, chaque protéine un mot. Et ensemble, ils décrivent avec une précision folle un monde qui n'existe plus. Bon, l'idée est belle, c'est certain. Mais concrètement, si les organismes sont des livres, comment fait-on pour les lire ? Comment est-ce que la science peut nous transformer en voyageurs du temps biologique, capables de déchiffrer ces histoires codées dans l'ADN ? Eh bien, il y a principalement deux grandes approches. La première, on va dire, c'est la méthode classique. On examine les indices anatomiques, la forme d'un crâne, la taille des dents, la longueur d'un intestin. Tout ça peut nous en dire long sur ce que mangeait un lointain ancêtre, par exemple. C'est de la déduction. Mais la deuxième approche, elle, c'est une véritable révolution. C'est comme passer de l'analyse de la couverture du livre à la lecture du texte lui-même. On va directement lire le code source, l'ADN, la littérature brute de l'évolution. Et c'est là que la vision de Dawkins devient presque de la science-fiction. Il imagine un futur peut-être pas si lointain, où un scientifique pourrait prendre une simple séquence d'ADN et, juste en la lisant, reconstruire en détail les défis de survie spécifiques que les ancêtres de cet animal ont dû affronter. Le type de prédateur, le climat, la nourriture disponible, tout serait là. C'est une perspective, oui, absolument vertigineuse. Ok, mais là, on touche à un problème de taille. Comment on fait le lien? Comment savoir précisément quel gène est responsable de quel trait? Surtout quand on compare des espèces qui n'ont, en apparence, rien à voir les unes avec les autres. C'est un vrai casse-tête. Heureusement, une technique plutôt ingénieuse a été imaginée pour y répondre. Alors, le nom est un peu barbare, IGWAS, ça veut dire étude d'association pangénomique interespèces. Mais l'idée derrière est assez simple en fait. Il s'agit de prendre une méthode qui existe déjà en recherche médicale pour trouver les gènes liés à des maladies par exemple, et de l'adapter, de la mettre à l'échelle de l'arbre du vivant tout entier. Le processus, en fait, c'est un peu une enquête. Étape 1, on rassemble les suspects. Par exemple, on prend tous les mammifères qui ont fait le chemin inverse et sont retournés vivre dans l'eau. Les castors, les loutres, les baleines. Étape 2, on les compare à leurs plus proches parents qui sont restés sur la terre ferme. Et étape 3, le moment Eureka, on cherche les points communs génétiques que tous nos animaux aquatiques possèdent, mais que leurs cousins terrestres n'ont pas. Bingo, ce sont très probablement les gènes qui codent pour l'adaptation à la vie aquatique. Et c'est là que les choses deviennent vraiment spectaculaires. Parce qu'en se plongeant directement dans le texte génétique, on découvre parfois des liens de parenté complètement inattendus. Des connexions qui viennent, oui, littéralement dynamiter les vieilles classifications qu'on avait établies en se basant juste sur l'apparence physique. Allez, un exemple que tout le monde connaît, la baleine. C'est un mammifère, on est d'accord, qui est retourné vivre dans l'océan. La question est, d'après les apparences, quel serait son plus proche cousin vivant encore sur la terre ferme? Un ours? Une vache? Prenez une seconde pour y réfléchir. Eh bien, la réponse, écrite noir sur blanc dans le livre génétique, est sans appel. Le plus proche parent terrestre de toutes les baleines, c'est l'hippopotame. Oui, l'hippopotame. C'est une révélation qui montre bien à quel point se fier uniquement aux apparences peut être incroyablement trompeur. Donc, on a vu que l'histoire écrite dans les gènes façonne le corps de l'intérieur. Mais l'idée de Dawkins va encore plus loin. Que se passe-t-il quand l'influence d'un gène ne s'arrête pas aux frontières du corps, quand elle déborde pour aller façonner le monde extérieur? C'est là qu'on arrive à un autre concept absolument central chez Dawkins, le phénotype étendu. C'est sans doute l'une de ses idées les plus puissantes et ses implications sont, tout simplement fascinantes. Le nid d'un oiseau, le barrage d'un castor, la petite maison de pierre qu'une larve de frigane se construit. Et même, plus étrange encore, le comportement d'une fourmi qui, infectée par un parasite, va grimper en haut d'un brin d'herbe pour se faire manger.
Tout ça, ce sont des phénotypes étendus. Ce sont des adaptations darwiniennes, le résultat de la sélection naturelle sur des gènes, mais qui se manifestent en dehors du corps de l'animal. C'est comme si le gène agissait à distance, tel un architecte. Alors, si les gènes peuvent avoir un impact sur le monde extérieur, il est logique qu'ils interagissent aussi, et même surtout, entre eux. Et ça nous force à changer complètement notre vision du gène. Il ne faut plus l'imaginer comme un acteur solitaire, mais plutôt comme un membre d'une immense et complexe communauté. Voilà l'idée qui change tout. Pour qu'un gène réussisse et se propage, il ne suffit pas qu'il soit bon dans l'absolu, qu'il code pour une superprotéine. Non, sa qualité la plus importante, c'est sa capacité à bien travailler avec les milliers d'autres gènes qu'il va forcément croiser dans le génome de son espèce, génération après génération. C'est un travail d'équipe, à l'échelle de l'évolution. Et si on pousse cette logique jusqu'au bout, on arrive à une conclusion assez déstabilisante proposée par Dawkins. Nos génomes ne sont pas des forteresses pures. En réalité, ils ressemblent plus à une sorte de coopérative, un écosystème grouillant de tout ce qui a réussi un jour à s'y faire copier et à y rester. Y compris, et c'est ça qui est fou, des morceaux d'anciens virus qui font maintenant partie intégrante de notre propre ADN. Bon, on a parlé de gènes, de virus, ce principe d'une entité dont le seul but est de se répliquer, de se copier. Mais est-ce que ça existe en dehors du monde purement biologique de l'ADN ? La réponse de Dawkins est un grand oui. Et ce nouveau type de réplicateur, il est à l'œuvre dans un domaine qu'on connaît très très bien, la culture. Dawkins a donc postulé l'existence d'un tout nouveau genre de réplicateur sur notre planète. Une entité qui n'est pas faite de molécules, mais purement d'informations. Et cette entité, elle façonne notre monde, nos esprits, de manière souvent invisible, mais extraordinairement puissante. Et pour nommer cette unité de base de la transmission culturelle, il a forgé un mot. Un mot qu'on utilise tous les jours aujourd'hui, mais souvent sans connaître sa signification originelle, le mème. Et oui, bien avant les images de chats sur Internet, le mème était un concept de biologie de l'évolution. Ces mèmes, ce sont des véritables virus mentaux. Une mélodie entêtante, une nouvelle mode vestimentaire, une idée politique, une recette de cuisine, tout ça, ce sont des mèmes qui sautent de cerveau en cerveau. Et la règle du jeu est exactement la même que pour les gènes. Leur succès ne dépend absolument pas de leur véracité ou de leur utilité pour nous. La seule chose qui compte, c'est leur capacité à se faire copier et à se propager. C'est la survie du plus contagieux. Alors au final, on se retrouve au carrefour de deux immenses récits. D'un côté, l'histoire biologique, écrite sur des milliards d'années par nos gènes. De l'autre, l'histoire culturelle, bien plus rapide, écrite par les mêmes qui colonisent nos esprits. Et ça laisse une question fondamentale en suspens. Face à ces deux héritages, quelle histoire choisissons-nous, d'écrire maintenant ? Quelle histoire allons-nous transmettre ?